cette session plénière concernant la neurobiologie des cannabinoïdes et cannabis thérapeutique. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est que, vous savez, les neurones utilisant des neurotransmetteurs classiques, noradrénaline, dopamine, sérotonine, GABA, acétylcholine, ce sont des neurones qui synthétisent leurs médiateurs au niveau de la terminaison. Et s'ils en ont besoin, ils peuvent en synthétiser immédiatement. Il y a une réponse immédiate à une demande de dopamine par une synthèse locale immédiate. En ce qui concerne les neuropeptides, c'est complètement différent. Pour synthétiser un neuropeptide, puisqu'il est formé d'acides aminés, il faut d'abord, bien sûr, capter les acides aminés, mais il faut le MARN, l'ARN de transfert, et tout cela ne peut se faire qu'au niveau du corps cellulaire. Et au niveau du corps cellulaire sont synthétisés ces neuropeptides ou les précurseurs, et lentement ils vont vers les terminaisons. Et souvent, ces neurones sont des neurones très longs. Et il se passe un certain temps entre la synthèse au niveau du corps cellulaire et la possibilité d'utilisation au niveau de la terminaison. Si je vous dis ça, c'est que si on demande à un neurone qui utilise un neuropeptide d'augmenter son activité, il va très vite s'épuiser. Mais il y a une voie nouvelle pharmacologique qui est apparue, c'est que une fois que ce neuropeptide est libéré pour agir sur le récepteur postsynaptique, il doit être détruit pour que le signal soit pertinent. Et une nouvelle voie thérapeutique consiste à bloquer les voies de dégradation de ces neuropeptides pour les maintenir beaucoup plus longtemps au niveau de la fente synaptique, de façon à avoir un tonus neuropeptidergique beaucoup plus important. Et c'est vrai pour les cannabinoïdes et c'est vrai aussi pour les peptides opioïdes. Je voulais préciser cette chose parce que cette nouvelle neuropharmacologie des neuropeptides, en particulier les cannabinoïdes et les peptides opioïdes, ouvre des perspectives considérables. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre peut-être 10 ans pour avoir les molécules utilisables pour le commun des mortels. Alors, je vais passer de suite la parole à la première présentatrice, qui est Rim Smoon Jaouni. Après nous avoir fait une overview, c'était mardi, je pense, sur le passé et les perspectives des cannabinoïdes, aujourd'hui, elle va nous présenter des résultats beaucoup plus centrés concernant le rôle des cannabinoïdes dans l'anxiété, la nausée, la dépression et l'addiction. Je te passe là-bas. Bonjour, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle des cannabinoïdes sur la nausée, l'anxiété, la dépression et l'addiction. Pour commencer, les composés biologiques du cannabis sont multiples. On a les cannabinoïdes, on a les flavonoïdes et on a les terpènes. Et les principaux représentants sont le tétrahydrocannabinol, le THC, j'en ai parlé mardi. Il est responsable des effets psychoactifs de la plante. Les autres cannabinoïdes principaux, c'est l'acide tétrahydrocannabinolique, le THCA, le cannabinol, le cannabidiol et l'acide cannabidiolique. Les cannabinoïdes, lorsqu'ils sont biosynthétisés dans la plante, ils se présentent ensuite sous la forme d'acide. Et le précurseur principal du cannabinoïde, c'est l'acide cannabigérolique, qui est le principal précurseur du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol et du cannabichromène.
On peut avoir du coup les différentes formes que l'on trouve en décours, le cannabidiol, donc le CBDA. Et donc, on a le THCA qui va devenir du THC, le CBCA qui va devenir du CBC. Donc, on a vraiment la cascade des composés chimiques. On a essentiellement de la recherche sur le CBD, on a peu de recherche sur le CBDA, l'acide cannabidiolique. Il s'agit du composant principal de la cannabis sativa, la plante. C'est un acide qui a été isolé en 1955 et la structure a été décrite en 1965, 10 ans plus tard. Le composé, on l'a montré, a des effets antiémétiques, empêche la migration des cellules du cancer du sein et a des effets contre l'anxiété. La plupart de ce composé est instable. Son instabilité est imputable à sa structure chimique et donc on cherche à le stabiliser. Pour cela, on s'est dit qu'on allait la comparer, cet acide, à l'ester méthylique de l'acide cannabidiolique. Quand on fait une carboxylation de ce composé, on va avoir une substance qui est comparable à l'ester méthylacide cannabidiolique. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui est stable en laboratoire dans différentes conditions, qu'il fasse moins de degrés, plus 4 degrés, avec différentes conditions d'humidité. Et on a une stabilité qui est conservée jusqu'à 6 mois. On a donc voulu voir quel était le rôle de l'acide méthylé du CABDA sur les nausées, l'anxiété et la dépression. Alors que sait-on sur les nausées et le rôle du système endocannabinoïde sur la nausée? Alors on sait que la nausée, c'est l'une des expériences humaines les plus débilitantes. Les traitements antiémétiques actuels sont moins efficaces sur les nausées aiguës et sont complètement inopérants sur les nausées anticipatoires. Des études précliniques suggèrent que les agonistes du récepteur CB1, les inhibiteurs du FAAH et du MAGL, réduisent les nausées aiguës et anticipatoires. Donc, par le biais du CBD et de l'acide cannabidiolique, on peut avoir un impact sur ces deux types de nausées. Avec le professeur Roger Pertwee en Écosse et Linda Parker au Canada, nous avons pu voir la chose suivante. Le CBDA-ME jouait un rôle plus efficace que le CBD seul ou le CBDA. Il améliorait l'activation du récepteur 5-HT1A et donc réduit mieux les nausées aiguës et les nausées par anticipation, ceci sur ce modèle clinique. Par ailleurs, il existe un effet complexe de facteurs environnementaux et internes sur le système endocannabinoïde. On sait que ce système a un impact sur l'humeur et sur l'anxiété. Il y a un certain nombre de publications du rôle de ce système sur l'anxiété et la dépression. On sait que le CBD a un effet qui réduit l'anxiété et la dépression. Et il y a ici un effet de la marijuana sur le syndrome du choc post-traumatique. On a donc voulu voir quel pouvait être l'effet de cet acide cannabidioïde, s'il pouvait y avoir un impact sur le récepteur 1. On sait qu'il en existe un par d'autres substances extraites de cannabis sativa. On sait qu'il y a un impact sur le traitement de la dépression et on voulait voir sur ce composé. Donc, pouvait avoir un impact sur la dépression. Et je vous expliquerai dans un instant le modèle murin que nous utilisons. L'expérience était conduite de la manière suivante. Le modèle murin, la souris, donc, est soumise à des chocs au niveau des pattes. Après 24 heures, on lui injecte différentes substances. Et 45 minutes plus tard, les souris sont mises dans une boîte noire. Et le temps qu'elles passent dans la partie éclairée et la partie sombre est mesuré. Si les souris passent beaucoup de temps dans la partie éclairée de la boîte, elles n'ont pas d'anxiété. En revanche, si elles passent du temps dans la partie
obscures, cela signifie qu'elles sont stressées, anxieuses. Le stress induit au niveau des pattes a un impact sur le temps qu'elles vont passer dans la partie sombre. Donc cela veut dire que l'ampleur du choc au niveau des pattes va faire augmenter le moment où elles vont se mettre dans le noir. On voit que quand on utilise le CBDA, elles vont passer moins de temps dans la partie sombre, quelle que soit l'ampleur du choc. Donc il y a un effet anxiolytique. On a aussi voulu mesurer l'effet antidépresseur. Même composé, on sait que le CBDA-ME a un effet fort antidépresseur à de faibles concentrations. On a testé cela sur des modèles animaux de souris, là encore, sur des modèles donc murins, rats et souris, sur le taux de motilité et sur le taux de natation. Et on voit que les animaux qui étaient soumis à des stress, mais qui recevaient le CDBA-ME, avaient une meilleure mobilité et une meilleure nage. Donc on voit que le CDMA-ME a un plus grand effet que le CBDA, est plus efficace à réduire les signes de nausée aiguë et par anticipation, est capable de réduire le stress induit chez les rats et produit les effets de manière dépendante à la capture par le récepteur 5-HT1A. Le CBDA-ME a un effet très puissant sur un modèle imitant la dépression chez le rat. Le CBDA-ME peut potentiellement être efficace contre tous les troubles qui sont améliorés par une amélioration de l'activation du récepteur 5-HT1A, comme par exemple l'infarctus, l'AVC et la douleur. Donc c'est un composant qui peut être intéressant dans ce type de conditions, notamment les différentes algies. Quel est maintenant le rôle du système endocannabinoïde sur l'addiction? Les troubles liés aux substances sont un problème international. On estime que 30 millions de personnes en souffrent. Le système endocannabinoïde joue un rôle important dans les processus neurobiologiques qui sous-tendent ce trouble, car il joue un rôle de médiateur dans les effets de gratification et de motivation de ces substances. On dispose du rimonabant et du nabiximol, qui sont issus du cannabis sativa et qui ont un potentiel de traitement pharmacologique pour la dépendance aux substances. Le cannabidiol, donc le CBD, a été proposé comme traitement potentiellement efficace dans la gestion de ces troubles liés à l'abus de substances. Les deux endocannabinoïdes principaux qui sont endogènes sont l'anandamide et le 2-AG. Ces deux endocannabinoïdes endogènes ont prouvé avoir une activité biologique et un impact sur un certain nombre de pathologies. En plus de l'anandamide et du 2-AG, on a les acides gras, des acides gras avec des oméga qui figurent aussi dans la liste des endocannabinoïdes, différents éthers, donc le 2-arachidinyl glycéryléther et l'oméga arachidiéthylnolamine que vous avez ici. Outre ces cannabinoïdes endogènes, on a des composés qui sont endocannabinoïdes-like, donc qui imitent ces endocannabinoïdes. On a ces différents composants que vous voyez là. Le PEA, par exemple, qui a un effet neuroprotecteur et anticonvulsif. Il ne se lie pas au récepteur des endocannabinoïdes, mais il est dépendant de ce récepteur. Il a des fonctions neurorégulatrices. À partir de ce PEA, on peut avoir de l'ARAS qui, on le sait, a un effet anticonvulsif, anti-inflammatoire, anti-nociceptif. On a aussi le ARAS qui est vasoactif, pro-angiogénique, pro-neurogénique. On a la sérine, l'OS, qui a un effet anti-ostéoporétique. Une publication de 2007 dans Science montre les résultats d'une étude. Les personnes, les fumeurs ayant des lésions cérébrales impliquant le cortex insulaire
peuvent démontrer un arrêt du tabac. Donc il semblerait que cette région contribue à l'addiction de la nicotine. En collaboration avec 3 groupes au Canada, à Richmond et en Italie, nous avons aussi mené une étude dans l'objectif de trouver un composé qui pourrait aider à lutter contre l'addiction à la nicotine. Et on a essayé de trouver des produits neurochimiques qui pouvaient jouer un rôle sur le contexte insulaire, celui qu'on avait vu chez les cérébrolésés. L'analyse a montré qu'il existe une différence entre les lésions cérébrales induite chez une souris et le cerveau normal de la souris. On voit qu'il y a une augmentation substantielle des composés endocannabinoïdes-like dans le cortex insulaire. On a aussi regardé d'autres substances, d'autres composés endocannabinoïdes-like, et on a aussi trouvé que seul l'oélylglycine augmentait fortement en concentration lorsqu'on avait une lésion du cortex insulaire. Donc, afin de mesurer l'effet de l'oléoglycine sur l'effet de gratification du syndrome de sevrage de la nicotine, nous avons conçu un modèle murin. Vous avez ici la conception expérimentale. On a donc une souris à qui on a donné soit de la nicotine, soit du sérum physiologique. Pendant 14 jours, au bout de 14 jours, on lui a donné de la séroilglycine pendant 14 jours. Pendant 15 minutes après, on lui donne son antagoniste, la mécamilamine. Et 25 minutes plus tard, on a mesuré leur tonus et les symptômes somatiques de sevrage. Lorsque on a soumis ces souris au test par choc, on a essayé de voir quelle était l'augmentation potentielle de stress de la souris. Alors la souris, quand la souris passe du temps dans le couloir, cela signifie qu'elle n'est pas stressée. Si elle passe du temps dans les petits enclos couverts, cela signifie qu'elle est stressée. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les souris qui étaient dépendantes à la nicotine et qui étaient soumises à un syndrome de sevrage chimico-induit, eh bien, elles passaient moins de temps dans le couloir ouvert. Autrement dit, elles étaient anxieuses. Par contre, celles qui ont reçu l'oléoglycine, elles passaient beaucoup de temps dans le couloir, ce qui veut dire que cette substance permettait de réduire leur anxiété. De plus, l'oléoglycine réduit la réponse somatique au syndrome de sevrage induit par le sevrage tabagique. Et vous le voyez ici, ces signes somatiques, c'est souvent des tremblements de la tête, des tremblements du reste du corps, des mouvements saccadés de la queue. On voit ici qu'on a une réduction de l'effet gratifiant de la nicotine. Ça aussi, on l'a testé dans un modèle murin où on teste l'emplacement de préférences conditionnées. La souris a 2 environnements préconditionnés, dans une pièce sombre et une pièce blanche. Ces 2 endroits sont séparés par une barrière et elles sont soumises à des stimulus. Ces souris sont ensuite soumises à des injections dans le compartiment dans le noir. Et puis, les jours 3, 5 et 7, elles sont soumises à des injections de sérum physiologique dans la partie blanche du compartiment. Et le jour 8, on leur donne le choix de se mettre dans le compartiment qu'elles choisissent, le noir ou le blanc. Et on peut voir que il y a un non-effet sur le conditionnement quand la souris choisit indépendamment, librement son comportement. Et on voit que l'oléoglycine va avoir un impact sur le positionnement préconditionné. L'oléoglycine seule ne se lie pas ni au récepteur CB1 ni au récepteur CB2, mais elle inhibe le FAAH, c'est-à-dire un des mécanismes sous-jacents. Donc on pense qu'on augmente le nombre, le taux d'endamine au niveau du cerveau de la souris et doit jouer un rôle d'agoniste du récepteur PPAR-alpha. On a voulu voir quel était l'effet de l'addiction à la morphine toujours sur un modèle animal. On a eu
voir que l'oléoglycine bloque l'effet inverse du syndrome de sevrage de la morphine, et cet effet peut être inversé par un antagoniste de CB1. De plus, les souris qui subissent un syndrome de sevrage de la morphine ont des comportements somatiques évoquant des nausées. Elles ont des mouvements de la gueule, des contractions abdominales, de la diarrhée, et en général, elles sont couchées sur le ventre. L'oléoglycine a supprimé ces effets somatiques, et on voit que l'effet peut être empêché en administrant des antagonistes de PPAR-alpha et de CB1. L'oléoglycine se lie à ce ligand. Ce ligand peut être hydrolysé dans le corps par hydrolyse. On a donc pensé pouvoir stabiliser ce ligand en faisant la chose suivante. On l'a stabilisé en ajoutant des groupes méthyl à côté du ligand amide. On l'avait fait par le passé par l'anandamide avec du méthylanandamide, quelque chose qu'on a fait en 1994. On a ajouté un groupe méthyle de manière à méthyler cet anandamide. Du coup, ce composé est plus stable que l'anandamide tout en ayant la même activité, mais c'est juste un composé qui est plus stable. Par conséquent, nous avons synthétisé le méthyloléoglycine en ajoutant un composé méthyle, et ce méthyloléoglycine a été stabilisé en ajoutant deux groupes méthyle. Et ce que l'on a vu, c'est que le monométhyloléoglycine induit une interférence plus longue que l'oléoglycine seule. Et donc, on a un effet qui accroît et stabilise les effets. Donc, si on donne l'oléoglycine avant l'analoxone, il y a un premier effet. Si on le donne 60 minutes avant l'analoxone, l'effet est perdu. Néanmoins, le composé plus stable, le composé méthylé, s'il est donné 10 minutes ou 60 minutes avant l'analoxone, dans les deux cas, on a un effet, et en particulier antiémétique. Ce composé également a été testé, son activité est empêchée par les antagonistes du PPAR-alpha et du CB1. Donc si on synthétise les composés EC-like, qui s'appellent donc l'oléoglycine, interfèrent avec l'addiction à la nicotine et avec le syndrome de sevrage de la morphone précipité par l'analoxone. L'oléoglycine monométhylée est un agent plus stable qui peut combattre les effets secondaires de l'analoxone. Je souhaite remercier mes collaborateurs. Nous avons travaillé avec Roger Pertwee en Écosse, Aaron Lichman aux États-Unis, Linda Parker au Canada, Aaron Weller en Israël et Vincenzo Di Marzo en Italie. Je vous remercie infiniment de votre attention. On peut peut-être poser quelques questions et après on fera à la fin quelque chose d'autres questions, mais merci pour cette présentation. J'essaie de comprendre le mécanisme par lequel on voit comment l'oléoglycine peut à la fois réduire le syndrome de sevrage de la nicotine, mais en même temps aussi avoir un impact sur la voie de gratification. Alors, il me semble étrange qu'il puisse y avoir les deux effets. À l'effet, parce que le Rimonabant fait ça. Alors, il faut s'y pencher un peu plus. Pour l'instant, on n'est pas allé plus loin dans cette étude, mais effectivement, nous le ferons. Just another question with regard. Une autre question par rapport à la voie de la gratification. J'ai peut-être raté quelque chose dans votre présentation. Vous avez évalué, parce qu'il y a une réponse conditionnée liée à la gratification. Est-ce que vous avez essayé de faire un renforcement par auto-administration? Non, on n'a pas fait d'auto-administration. C'est encore quelque chose qu'il faut que nous fassions. Alors, du fait, ces études sont des études préliminaires. Certaines ont été publiées, mais on en fera plus à l'avenir.
Une question brève. La méthylation du FA-anandamide, est-ce que ça protège l'anandamine de la dégradation? Oui, réponse oui. Oui, ça on l'a fait, ça avait même été fait en 94 et ça a été démontré que le méthanadamide était protégé de la dégradation par la méthylation. Autre question, mais nous pourrons revenir dessus tout à l'heure. Le prochain présentateur, c'est Rafael Maldonado. Il est médecin et chercheur, professeur à l'université Pompeu Fabra de Barcelone. L'année dernière, nous avait présenté un modèle animal qui permettait de faire l'étude de l'addiction à la nourriture. Et pendant les 2 années qui sont passées, il a accumulé les résultats. Et aujourd'hui, il va nous présenter les effets des cannabinoïdes sur justement l'addiction à la nourriture. Merci. Merci beaucoup. En fait, Merci. Je voudrais remercier les organisateurs, notamment Jean-Pierre, pour me permettre d'être à nouveau ici. Je vais parler du système endocannabinoïde dans l'addiction à la nourriture, notamment dans la voie corticolimbique dans ce système. Vous savez sans doute que l'addiction à la nourriture est un sujet très ancien, mais très controversé. Déjà dans les années 50, il y a 60 ans, on a émis le postulat qu'il y avait que cette addiction était liée à des changements adaptatifs dans le cerveau avec certains aliments, pas avec tous les aliments, et seulement et chez certains individus uniquement. Et dans ces conditions, ces adaptations du cerveau conduisent à des altérations qui ressemblent à la toxicomanie. Il y a beaucoup de points communs dans l'addiction à la nourriture et la toxicomanie. Ça, c'était dans les années 50. Aujourd'hui, on a un score d'addiction à la nourriture qui est utilisé dans la plupart des cliniques pour définir cette addiction. Mais c'est très controversé parce que c'est encore controversé. Voyons tout d'abord quelle est la base neurobiologique de l'addiction et ensuite le modèle. Et voyons comment on peut utiliser ce modèle pour comprendre les mécanismes impliqués dans ce comportement addictif. Vous savez que la toxicomanie est maintenant définie d'un point de vue comportemental. Maintenant, c'est une définition axée sur le comportement. C'est un trouble qui est caractérisé par une modification du comportement qui est définie par 3 points critiques. Tout d'abord, la difficulté à arrêter d'utiliser la drogue. On ne peut pas arrêter de consommer la drogue. Et une très forte motivation pour la drogue. C'est le centre de toute l'activité du toxicomane, c'est la drogue. Et l'usage de la drogue est maintenu malgré ses conséquences négatives. Le toxicomane connaît ses conséquences négatives, mais il continue. Ce sont les points essentiels du comportement dans ce trouble. Pourquoi ce trouble
intervient. Quelle est la base neurobiologique? En 2 points, l'addiction, la toxicomanie commence parce que toutes les drogues peuvent activer le système, le circuit de gratification. Nous avons une zone importante qui est la zone tegmentale ventrale qui contient les neurones qui envoient des projections dopaminergiques vers le système limbique. Et toutes les drogues addictives peuvent activer ce circuit de récompense en augmentant l'activité dopaminergique dans le système limbique. C'est la même chose avec la nourriture. Ça c'est dans la consommation aiguë d'une drogue. Mais après cette consommation aiguë, il y a des altérations dans le système. Et donc, cela conduit à une tolérance. Le toxicomane reçoit une gratification, mais pas à un tel niveau. Donc, il y a également l'activation d'autres circuits dans le cerveau qui sont très importants pour le cycle d'addiction. Nous avons l'activation de tous ces circuits. Donc, le toxicomane doit continuer à consommer la drogue, sinon il va se sentir très mal. Il y a également une modification dans le comportement. L'activité va être dominée. La consommation devient une habitude. Au départ, on cherche une récompense, mais ça devient une habitude qu'on ne peut pas arrêter. Mais la modification la plus importante dans ce cycle intervient ici, dans le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal médian, c'est là qu'on contrôle le comportement. Et il y a un changement radical. Il y a un rôle inhibiteur sur la structure limbique. Donc, vous contrôlez votre comportement par une inhibition de ces habitudes et des réponses qui sont... Ces contrôles, cet équilibre entre le cortex et le système limbique est crucial pour un contrôle rationnel du comportement. Et cela disparaît dans l'addiction. Regardez ces études très intéressantes qui montrent le cerveau d'un cocaïnomane. Dans l'addiction, vous avez une diminution de l'activité du cortex. Donc, vous ne pouvez plus contrôler rationnellement votre comportement. Et vous êtes incapable d'avoir un contrôle inhibiteur sur votre comportement. Et c'est le changement le plus important qui intervient dans l'addiction. Donc, pendant l'addiction, vous commencez à activer le circuit de gratification, mais vous avez des modifications qui rendent ces comportements automatiques. C'est un résumé très simple de la raison pour laquelle on devient addict. Il y a des neurotransmetteurs qui contrôlent tous ces circuits. C'est un lipide endogène, ce sont les endocannabinoïdes. Ce sont des neurotransmetteurs qui sont des lipides endogènes qui activent deux récepteurs surtout, le CB1 et le CB2. Le récepteur CB1 est le plus abondant dans le cerveau. Il y a beaucoup de récepteurs CB1, donc ils doivent jouer un grand rôle. Les récepteurs CB2 sont également présents, mais ils sont surtout présents dans les cellules du système immunitaire. Donc, je vais
parler des CB2. Quand vous activez un récepteur cannabinoïde, vous devez produire et vous faites une inhibition de la cellule. Ces récepteurs cannabinoïdes sont très abondants dans le cerveau. Et dans toutes ces zones du cerveau qui sont impliquées dans le contrôle de la gratification, vous avez beaucoup de récepteurs CB1. Ils sont situés ici, dans cette région. Vous avez les neurones dopaminergiques. Vous avez également des récepteurs CB1 dans le système limbique et une grande concentration dans le cortex cérébral, dans le cortex préfrontal. Donc, vous avez toujours des récepteurs CB1. En général, ils jouent un rôle permissif pour obtenir la libération de dopamine. Quand vous consommez une drogue, vous avez une récompense parce que vous libérez de la dopamine dans le système limbique. Et pour ça, il faut un intermédiaire, ce sont les récepteurs CB1. Les récepteurs CB1 vont moduler l'activité de deux neurones opposés, les neurones permissifs et inhibiteurs. Ils jouent un rôle permissif pour que la drogue puisse activer le circuit de la gratification pour libérer la dopamine. Ça, c'est pour la toxicomanie. Pour la nourriture, c'est la même chose. Vous consommez de la nourriture, vous avez une récompense, vous êtes gratifié, mais pour ressentir cet effet gratifiant, il faut le même intermédiaire. Il faut l'activation des récepteurs CB1. Donc, ils jouent un rôle majeur dans la toxicomanie, mais pas seulement. Mais on va voir également ce qui se passe avec l'addiction à la nourriture. Donc, on peut extrapoler tous ces systèmes, tous ces circuits à l'addiction à la nourriture. C'est le but de notre étude de l'année dernière. Donc, pour étudier l'addiction à la nourriture, il faut un modèle animal. On a un modèle que j'ai déjà présenté la dernière fois. Dans ce modèle, pour développer une addiction à la nourriture, ce n'est pas facile chez les animaux. Donc, c'est un modèle complexe avec un comportement opérant. Il y a une boîte où l'animal appuie sur un levier et quand il appuie sur le levier au bon niveau, il va recevoir une récompense, c'est de la nourriture. Pour ce modèle, nous avons utilisé deux types de nourriture, des granulés au chocolat, là on a un résultat positif, et une nourriture ordinaire où on ne développe pas d'addiction. Il faut du chocolat pour développer l'addiction. Donc quel était le protocole? Nous entraînons les animaux pendant 120 jours. C'est une longue formation avec un ratio fixe, c'est-à-dire l'animal doit appuyer 5 fois sur le levier actif pour avoir un petit granulé. Et nous évaluons l'addiction, les critères d'addiction au début et à la fin de la période de formation. Et nous utilisons le critère d'addiction qui est défini dans les 3 critères sont la difficulté d'arrêter la drogue, la grande motivation pour la drogue et la consommation de la drogue malgré ses effets négatifs. Comment pouvons-nous évaluer la difficulté à arrêter la consommation de nourriture? On fait ceci. On a une session de formation qui dure 1 heure. Mais pendant cette session, il y a 3 périodes. 25 minutes, période active. 10 minutes, il n'y a plus de lumière. L'animal peut faire ce qu'il veut, il ne va pas recevoir de nourriture. Et ensuite, 25 minutes de période active.
Donc, l'animal qui ne peut pas arrêter sa consommation de nourriture, vous pouvez imaginer que pendant cette période, pendant ces 10 minutes, il va insister et il va continuer à appuyer sur le levier pour avoir de la nourriture, malgré le fait qu'il sait qu'il ne va pas en avoir. Il ne peut pas arrêter son comportement. La motivation, comment évaluer la motivation pour la nourriture? Nous utilisons un protocole à taux progressif. Pour obtenir le premier granulé, l'animal doit appuyer une fois. Pour avoir le second, l'animal doit appuyer 5 fois. Pour le troisième granulé, 12 fois, 21, etc. À un moment, pour avoir un granulé, il doit appuyer 5000. Vous imaginez qu'il ne va pas faire ça, mais on peut évaluer l'effort maximal que fait l'animal pour obtenir un granulé. Et la consommation de nourriture, malgré les conséquences négatives. Comment évaluer cela? Nous utilisons une punition. Pour obtenir la nourriture, l'animal doit appuyer 5 fois. Il s'appuie 1, 2, 3, 4. À la quatrième fois, il reçoit un choc, pas un granulé. Et à la 5e fois, il reçoit un autre choc et ensuite le granulé. Donc, vraiment, dans ces conditions, pour chercher un granulé, c'est dur. De choc pour avoir un granulé. Donc, voyons ce qui se passe dans ce modèle. Quand nous utilisons ce modèle, nous avons un granulé ordinaire et un granulé au chocolat. Formation au début, formation à la fin. On obtient cette conduite addictive uniquement avec le chocolat et uniquement à la fin de la formation. Vous voyez ici la formation avec la nourriture ordinaire, avec du chocolat. À la fin, certains animaux appuient 600 fois en 10 minutes. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et dans cette période, vous avez des animaux qui sont formés avec du chocolat qui appuient plus de 1500 fois sur le levier pour avoir un granulé. La motivation est extrêmement élevée. Et ceux qui résistent à la punition, après 80 chocs, ils ont 40 granulés. Ils se fichent pas mal de la punition. Ils veulent le granulé. Vous voyez à la fin qu'il y a une dispersion des résultats. Quelques animaux développent ce comportement addictif et ici, on utilise les mêmes critères. Un critère d'addiction. Donc, ces animaux qui ont 0 critère ne sont pas des addicts. Ceux qui en ont 2 ou 3 sont des addicts. On peut voir les animaux formés avec la nourriture ordinaire. Aucun ne devient addict. Ceux qui sont formés avec du chocolat, il y a 22% développent une addiction à la nourriture. Donc, on peut reproduire cette addiction, ce comportement addictif à la nourriture chez les animaux. Donc, on choisit ces animaux pour voir ce qui se passe. Certains ont développé une addiction à la nourriture. Voyons ce qui se passe dans le cerveau de ces animaux. Dans nos études, on observe que dans ces animaux qui développent une addiction à la nourriture, il y a une méthylation accrue du gène CNR1 dans le cortex préfrontal. Si on diminue la méthylation, on va produire l'opposé. On va augmenter l'expression du récepteur. Donc, on va augmenter la quantité de protéines dans le cortex préfrontal. Donc, les animaux qui développent une addiction à la nourriture ont une plus grande concentration de récepteurs CB1 dans le contexte préfrontal. Maintenant, on a le postulat suivant. On a plus de récepteurs CB1 dans la zone corticale. Et nous avons pour postulat que
que la projection excitatrice du cortex préfrontal vers le système limbique va être diminuée. Cette activité va diminuer. Donc, à ce moment-là, on peut émettre le postulat qu'il va y avoir un échec dans le contrôle inhibiteur du cortex par le système limbique en raison de cette suractivation. Et si on perd ce contrôle inhibiteur, bien sûr, on va produire un comportement addictif. C'était notre hypothèse, mais il faut la démontrer maintenant. Et voici les résultats que je vais vous présenter maintenant. Comment pouvons-nous démontrer cette hypothèse? Nous avons d'abord, nous avons des animaux qui sont déficients en récepteur CB1 uniquement dans cette projection glutamatergique du cerveau frontal. Cet animal a des récepteurs CB1 partout, mais ils sont absents uniquement dans cette projection glutamatergique. Donc, dans ces animaux, sans récepteur CB1, on suppose que ces animaux seront résilients et ne vont pas développer une addiction. Et nous avons fait exactement le même protocole pendant 112 jours dans ce cas, et nous avons évalué le comportement addictif à la fin de la formation. Chez les animaux qui n'ont pas, ces récepteurs CB1. Et on a observé ces animaux. Ils appuient sur le levier pour obtenir le chocolat, mais on évalue le comportement addictif à la fin de la formation. On observe qu'il y avait une augmentation très importante dans tous les critères, une diminution de la réponse et dans la motivation, dans la persistance de la réponse, dans la motivation et dans la compulsivité. Et le pourcentage d'animaux qui développent une addiction, 25%, et ceux qui n'ont pas de récepteur CB1, uniquement 6,9%. Donc il y a une diminution dans le développement de l'addiction chez ces animaux. Pourquoi? Si on suppose qu'il y a une diminution de l'activité dans la zone corticale, nous devons évaluer cette activité. Donc, on peut évaluer les courants excitateurs et les courants inhibiteurs. Bien sûr, on évalue l'amplitude du courant et la fréquence. Voici les résultats dans le cortex préfrontal. Il n'y avait pas de modification de l'activité inhibitrice, mais regardez, la fréquence a également diminué. Donc, si on enlève les récepteurs CB1 dans la zone corticale, on diminue l'activité excitatrice dans la zone corticale. C'est exactement la même chose dans la zone limbique, dans le nucleus accumbens. Vous avez une augmentation de l'activité excitatrice dans le nucleus accumbens, pas de modification dans l'activité inhibitrice. Donc, vous modifiez, vous augmentez les courants excitateurs comme attendu au moment où vous enlevez les récepteurs CB1. Pourquoi? Parce que vous augmentez la libération de glutamate. On peut le démontrer par électrophysiologie. Vous mesurez la capacité d'activer et vous avez une amélioration une augmentation de cette capacité. Cela signifie que les animaux qui n'ont pas de récepteur CB1 dans cette zone ont une augmentation de l'activité dans cette zone et une augmentation de la libération de glutamate.
C'est le mécanisme que nous supposons. Donc, on enlève les récepteurs CB1 dans cette région, on augmente le glutamate dans cette projection du cortex vers le système limbique, et cette augmentation active l'inhibition vers ici. Donc, vous avez une augmentation de l'activité dans cette zone et une diminution de l'activité de dopamine dans cette région. Donc, vous ne pouvez plus contrôler rationnellement le comportement. En diminuant le nombre de récepteurs CB1, on peut créer des souris résilientes. On suppose aussi qu'on peut faire le contraire. Si on peut bloquer l'activité de ces neurones, l'activité glutaminergique, on peut produire une désinhibition. On peut créer une souris qui est déjà qui a déjà une addiction à la nourriture. On fait le contraire. Avant, on augmente l'activité glutamatergique. Maintenant, on la réduit. Comment est-ce qu'on peut enlever cette activité glutamatergique en utilisant DREAD? DREAD, c'est un récepteur artificiel qu'on met dans le cortex préfrontal de nos animaux. C'est un récepteur artificiel qu'on construit et le récepteur est excité par un composé extérieur. Et il ne produit aucun effet, il ne fait qu'activer les récepteurs. Et le récepteur, on peut le manipuler comme on veut. Celui qu'on utilise ici, c'est un récepteur inhibiteur, c'est-à-dire vous incorporez le récepteur dans la cellule et lorsque vous administrez un composé, vous inhibez la cellule. Et nous avons incorporé le récepteur dans cette projection glutamatergique du système prélimbique. Donc, on administre le vecteur et voyons ce qui se passe dans le développement de l'addiction à la nourriture. Le récepteur va inhiber cette projection glutamatergique. Bien sûr, dans ces animaux, nous vérifions que nous avons une diminution de l'activité. Électrophysiologiquement, on peut démontrer cette diminution. Mais voyons ce qui se passe avec l'addiction. On veut développer l'addiction, donc faisons un protocole plus court, un protocole de 4 semaines. 4 semaines, ça ne suffit pas pour développer une addiction à la nourriture, mais regardez ces animaux. Regardez l'animal sans modification, 15% développe une addiction. Chez les animaux où vous avez généré cette manipulation génétique, où vous avez mis des récepteurs inhibiteurs, vous avez 42% qui, après seulement 4 semaines, ont développé une addiction. Donc, on démontre que par inhibition de ces voies, en une courte période, en 4 semaines, on peut développer une addiction à la nourriture. Et pour terminer, nous avons administré cela dans toutes les projections de la zone corticale. On veut savoir laquelle de ces régions est impliquée. C'est un peu plus complexe parce que dans toutes ces régions, on peut imaginer celle qui est intéressante pour nous, c'est depuis la zone prélimbique jusqu'au nucleus accumbens. Comment stimuler uniquement cette région? Par une approche double. On administre notre DREAD dans la zone corticale. Le DREAD est exprimé uniquement dans les cellules qui contiennent une séquence qu'on appelle une séquence artificielle. Cette séquence artificielle, on va l'administrer dans un rétrovirus dans le nucleus accumbens. Donc,
ça va être transféré vers la zone prélimbique, vers le cortex, par ce rétrotransport. Donc, de cette manière, en utilisant ces rétrovirus, on va transmettre DREAD du nucleus accumbens vers le système limbique. On administre notre DREAD dans le système prélimbique et ça va s'exprimer uniquement dans ces cellules. Les cellules qui envoient la projection du cortex vers le nucleus accumbens. Et ainsi, on va avoir ces récepteurs uniquement dans la projection du système prélimbique vers le nucleus accumbens. On veut juste étudier l'activité d'une voie particulière du cerveau. Donc, dans ces animaux, au moment où on donne du cyano, on inhibe uniquement cette voie, la voie glutamatergique. Donc, on suppose que cette voie est impliquée et on a fait la même chose par des moyens électrophysiologiques. On a démontré que cette voie est inhibée. Mais regardez ce qui se passe lorsqu'on développe l'addiction à la nourriture. Ça marche très bien. Il y avait 50% des animaux qui, en seulement 4 semaines, ont développé une addiction à la nourriture. Et pour moi, le plus intéressant, sans doute, c'est que on peut savoir comment ça s'est passé. C'est uniquement la compulsivité. Cet animal ne pouvait plus arrêter son comportement après un choc. Donc, c'est un peu compliqué, c'est sophistiqué pour savoir quel est le rôle d'une voie particulière pour un composant de l'addiction à la nourriture qui est la compulsivité. Donc, avec ces procédures, on a démontré que les récepteurs CB1 est impliqué dans l'addiction à la nourriture. Et si on le supprime dans les neurones glutamatergiques, on empêche le développement de l'addiction à la nourriture et à l'opposé, on génère une souris vulnérable en diminuant l'activité glutamatergique dans le cortex préfrontal. Et la voie qui va du cortex préfrontal au nucleus accumbens est essentielle dans le développement de l'addiction à la nourriture. Je voudrais remercier ceux qui ont participé à nos travaux, notre laboratoire, l'étude de DREAD, l'université Pompeu Fabra, Parc des Salutes, Inigo Luis de l'université de Mainz pour les animaux. Merci beaucoup. Le premier jour, Marc Auriacombe, pour donner une définition la plus juste possible de l'addiction, avait dit en fait, c'est une perte de contrôle du comportement, là, avec des souris, en modifiant l'activité de la voie glutamatergique qui va du cortex frontal à l'accumbens. Selon qu'on l'active ou selon qu'on la diminue, on voit que, en fait, la perte de contrôle est sous le contrôle de cette voie. Et c'est un très beau travail que tu nous as présenté. Vous avez des questions ? Tu as évoqué un moment le ribonaban. C'est vrai qu'il avait été espéré diminuer la consommation en général. Est-ce qu'effectivement ça s'inscrit dans ce que tu as... Puisque c'est un antagoniste des CB1. Tout
Tout à fait, hein, parce que nous, on avait, dans la première manip que je n'ai pas montré, parce que c'était une manip assez ancienne, on avait testé Rimonabant. On avait donc développé l'addiction à la nourriture et à la fin, on avait administré le Rimonabant. Ça, c'était la première étude qu'on avait fait. Et Rimonabant supprimait complètement l'addiction. Donc, ça tombait très bien avec les résultats préalables, dans ce cas-là chez l'homme, qui montraient que Rimonabant diminuer d'une façon très importante la prise de nourriture et c'était assez effectif pour l'obésité et les altérations métaboliques reliées à l'obésité, mais aussi il faut se rappeler que Rimonabant avait été testé pour nicotine addiction. Il y avait toutes les études cliniques qui avaient montré, bon, il y avait 3 études cliniques, Europe, États-Unis et worldwide. En Europe, États-Unis, c'était significatif. Il y avait une diminution c'était significatif Rimonabant versus placebo. Donc, il y avait déjà des résultats chez l'homme qui montraient ça. Et nous, chez l'animal, pour food addiction, exactement pareil. Question d'une clinicienne. Je suis très complètement éloignée de la recherche. Pour vous, ce modèle-là que vous nous avez donc exposé, qui est très intéressant, se rapprocherait pour la nourriture, se rapprocherait le plus de quelle substance addictive, de quelle drogue? Parce qu'au départ, la nourriture, n'est pas considérée comme une drogue. Absolument. C'est le comportement qui nous interpellent chez nos patients et qui nous font effectivement penser à un comportement totalement addictif. Tout à fait. Et je suis d'accord avec ça. C'est que moi, la réflexion que je ferai ici, c'est on est en train d'identifier des mécanismes impliqués dans une altération comportementale qui est en commun entre la nourriture et les drogues. C'est le comportement qui est altéré. Et si vous voyez dans la dernière manip, on a focalisé dans une composé particulière de ce comportement, que c'est la compulsivité. Donc moi, je dirais, on est en train d'identifier une voie très particulière, préfrontal cortex, noyau commun, qui est impliqué dans la compulsivité reliée à l'addiction. Addiction à la nourriture, mais bien sûr, addiction à la drogue, c'est très semblable. C'est très semblable. Et je ne pourrais pas faire une comparaison avec quelle drogue. Non, avec quelle drogue, non. C'est comme si vous posez la question, c'est diminution que Nora Volkow va retrouver dans les cortex préfrontal. Avec quelle drogue? Si, elle l'a trouvé avec la cocaïne, mais avec n'importe quelle drogue, on va trouver la même chose. Vous avez d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons finir cette séance de neurobiologie des cannabinoïdes et du cannabis thérapeutique. Nous vous remercions infiniment de votre présence et je remercie... Ah non, il nous manque le présentateur essentiel qui est le professeur Bernard Roch, qui est l'auteur de l'ouvrage des dangerosités des drogues qui a été publié en 1998. C'est un chimiste, un neurobiologiste, spécialiste des neuropeptides. Il est professeur émérite à l'université Paris-Descartes. Et depuis novembre 1997, il est membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences. Et il va nous parler d'une nouvelle voie pour réduire la douleur. Les nouveaux analgésiques
par l'inhibition complète de la dégradation des enzymes aux opioïdes. Tu as la parole. Mr. President, first of all, I would like to thank the organizing the scientific committee to invite me. It is always a pleasure to be in Biarritz for the THC. Toujours un plaisir d'être à Paris pour le THC et ça fait 10 fois, c'est ma 10e participation à ce congrès extrêmement intéressant et je souhaite vous présenter des données. Le titre de ma présentation est en français, mais je vais faire ma présentation en anglais, plutôt en franglais, c'est même l'auteur qui le reconnaît. Et le titre de la présentation est l'extension des propriétés des inhibiteurs mixtes des encéphalinases aux douleurs de la sphère crânio-faciale. Okay, so before. Alors, avant de parler des nouveaux résultats, je voudrais vous présenter la stratégie que nous avons suivie dans mon laboratoire et dans une start-up que nous avons créée avec Michael Zanowski. Le nom de la start-up est Pharmalead. Alors, comme vous le savez, voici la stratégie, une stratégie physiologique dans le cadre de laquelle nous avons tenu compte de la présence d'endorphines, différentes formes de peptides qui sont libérées dans le cerveau. Non seulement dans le cerveau, mais aussi dans tout le reste du corps. Comme vous pouvez le voir, à supposer que j'arrive à utiliser le pointeur, vous avez 4 différents types de peptides, les bêta-endorphines qui interagissent avec les récepteurs mu, et le plus important, c'est les encéphalines qui interagissent avec les récepteurs mu et delta, et les enzymes qui interagissent avec les récepteurs kappa, à savoir les dimorphines et les endorphines, qui sont 2 types d'endorphines, mais qui ne feront pas l'objet de ma présentation. Alors, je voudrais vous montrer que la morphine est la substance la plus fréquemment utilisée et la molécule capable de supprimer la sensation douloureuse. C'est vrai pour toutes les pathologies douloureuses. Mais comme vous le savez, la morphine a plusieurs effets secondaires, parmi lesquels un effet de sédation, éventuellement une constipation et même un risque d'addiction. Et par conséquent, comme on le sait, la morphine est une substance pharmacologique, tandis que dans notre cas, nous avons choisi une approche physique qui consiste à potentialiser l'action de substances internes, à savoir des peptides, les peptides dont je vous ai parlé il y a un instant. Ici, vous voyez en schéma le système somatosensoriel dans lequel nous voyons les récepteurs qui se situent dans les différents organes. Par exemple, donc il s'agit de la représentation schématique du système somatosensoriel, dans lequel les nocicepteurs sont situés dans les différents organes, par exemple. Par exemple au niveau des muscles. Okay. So in the muscle. Donc au niveau des muscles, dans les différents organes,
Et dans ces différents organes, lorsqu'on a une stimulation de ces nocicepteurs, on va voir une transmission de la sensation douloureuse vers la moelle épinière et ensuite on va voir une projection vers le cerveau dans les différentes structures cérébrales et à son tour, le cerveau va examiner ces sensations, va les classer et va décider s'il s'agit d'une sensation douloureuse ou d'une stimulation sensorielle. Notre stratégie consistait à utiliser le système opioïde endogène, dans le cas d'espèce 2 encéphalines, et donc d'utiliser ces deux encéphalines et des peptides qui sont injectés dans le cerveau directement. Et donc, on a mesuré la réponse, une réponse qui est analogue à celle de la morphine. Néanmoins, la durée d'action est très courte parce que ces deux neuropeptides sont dégradés, inactivés par 2 enzymes, les amylopeptidase et par d'autres peptides qui sont dégradés par les phénylalamines. Donc on a un fragment qui devient inactif et qui ne peut plus être capté par les récepteurs. Donc l'idée est de synthétiser un tampon capable de protéger de la dégradation ces encéphalines par l'action des 2 enzymes précitées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'appeler notre nouvelle approche thérapeutique DENKI pour Dual Inhibitors of Enkephalinases, donc inhibition duale des enképhalinases. Donc nos DENKI, vous pouvez voir qu'elles ont un effet efficace, en tout cas le plus efficace mesuré, quand on est capable de reconnaître les différentes parties des 2 enzymes, l'aminopeptidase qui dégrade les 2 composés. On a un fragment actif qui est le PL254. Ce fragment PL254 est capable d'interagir avec l'APN avec différents fragments de la molécule initiale. Donc comme vous pouvez le voir, on a un potentiel inhibiteur qui est dans la plage nanomolaire des 2 enzymes, l'APN et le NEP. Vous avez ici une autre illustration où l'on voit une corrélation étroite, locale, entre les 2 récepteurs, le récepteur mu et le récepteur delta, au centre de la diapo. Et de part et d'autre, on voit qu'on a un effet sur l'APN et le NP. On voit clairement que le système est présent dans différentes structures, aussi bien dans le cerveau que dans d'autres organes, par exemple au niveau des os et aussi au niveau de la moelle épinière. L'un des tests les plus intéressants que nous ayons réalisés, test qui a permis de mettre en évidence le rôle physiologique de la proencéphaline, ça a été sur un modèle murin de souris KO, où on a pu voir que le final pentapeptide, donc la proencéphaline, a pu être synthétisé. Ici, on a montré que quand on compare les résultats sur le test de la plaque chaude de souris modifiées et de souris non modifiées, vous pouvez voir que sur ce test de la plaque chaude, vous avez une forte augmentation de la réponse qui indique
une libération d'encéphaline produite par la réduction de la douleur. Après ablation génétique de la pré-proencéphaline chez la souris, on a ici une diminution, et quand on administre des Denki, ici c'est du RB11 à raison de 1 mg par kilo. Vous avez ici l'animal témoin. Donc chez l'animal témoin, on a une forte augmentation de la latence du saut, ce qui veut dire qu'il y a une réponse analgésique. Et cette réponse est très diminuée dans le cas de la souris KO, parce que elle n'a plus de peptides qui la protègent des effets de la substance. Autre test qui nous a permis de contrôler l'effet, c'est la capacité que l'on a observée après administration de Denki. On peut augmenter le taux d'encéphaline dans différentes structures du cerveau. C'est le cas, par exemple, dans les noyaux accumbens. Après injection de 80 mg par kilo de notre Denki, on voit qu'il y a une forte augmentation de la concentration des encéphalines. Et donc ce sont des métaencéphalines. Et à droite, c'est un autre Denki, le RB3007, qui induit aussi une augmentation de la consécration en encéphaline dans le PAG. Quand on fait ce genre de calcul avec une métencéphaline qui est administrée à raison de 1 picogramme par fraction, donc on perfuse la moelle épinière de la souris, on se rend compte que quand on n'est pas à une concentration douloureuse, on a eu un taux d'environ 4 picogrammes par fraction. On a une augmentation de cette fraction quand on administre le Denki, qui protège contre la libération de la mésencéphaline. De manière intéressante, quand on pince le museau de la souris, le pincement du museau, c'est très douloureux pour la souris. Dans ce cas-là, on a une augmentation qui est due à ce stimulus douloureux. Et donc on a cette souris témoin, et on voit que de l'autre côté, on a une multiplication par 2 de la concentration de mésencéphaline. Dans les deux cas, on va avoir le même résultat puisque on protège de l'impact des mésencéphalines dans le cas d'espèce après stimulation douloureuse. Cette diapo vous montre une observation très importante que nous avons faite, ou plutôt qu'a fait Alan North aux États-Unis avec son équipe. Ils se sont penchés sur des sections du locus ceruleus, qui est une structure cérébrale impliquée dans le contrôle central de la respiration. Et comme on peut s'y attendre, l'injection de métencéphaline produit une hyperpotentialisation. Et en l'absence du chélateur qui modifie la libération de métencéphaline, on a une modification de la réponse. Le résultat le plus important, c'est celui-ci. Vous voyez que le chélatorphane seul est capable de créer une hyperpolarisation, et cela est indiqué
dans cette libération basale très faible d'encéphaline dans la structure. Et donc, le locus aurellus est impliqué dans le contrôle de la respiration et du rythme cardiaque, et il s'agit de la source des symptômes physiques de l'addiction, et donc par conséquent, les Denki ont un impact sur ces symptômes-là, sans avoir d'effet délétère sur la respiration ni la fréquence cardiaque. Ceci vous permet de voir, comme on pouvait s'y attendre, qu'on va avoir une affinité similaire des encéphalines, et de la morphine. Donc l'analgésie est similaire. Nous allons avoir la même réponse avec le même genre de courbe qui indique que le D50 pour la morphine, 1,6 mg par kilogramme, et le PL37 est administré à 1,8 mg par kilo. Ceci pour simplement vous montrer qu'on a, comme attendu, une stratégie superposable entre la morphine et notre encéphaline. De manière encore plus intéressante, il s'agit de la potentialisation de la réponse de la morphine, qui est faible dans ce cas. Il s'agit de la réponse analgésique. Dans un isotest, on voit que le RB101, quand sa concentration augmente, permet d'obtenir une réponse. Ici, il s'agit du pourcentage d'analgésie. On est à 40%, à 20 mg par kilo. Ici, à 0,5 mg, on est capable d'obtenir une réponse peu significative avec de la morphine seule. Quand on associe morphine et RB101, donc l'inhibiteur dual, on voit une forte augmentation de la réponse analgésique. Et ceci est très important puisque on peut espérer utiliser ce genre d'expérience dans différentes méthodes, en particulier dans les traitements palliatifs, des traitements notamment anticancéreux. Il s'agit d'une diapositive vous montrant les résultats des Denki sur les douleurs neuropathiques et inflammatoires. En présence de ce genre de douleur, on a une libération très importante d'encéphaline au niveau des nocicepteurs. Cela est dû à deux choses. D'abord, une attraction des lymphocytes vers le site douloureux, et d'autre part, alors vous le voyez ici, les lymphocytes sont recrutés au niveau de la lésion et évidemment, ils interagissent avec les récepteurs de la morphine, les récepteurs mu et delta. Et les récepteurs mu et le delta sont exprimés et transportent au niveau terminal du neurone la substance et au niveau des ganglions spinaux. Vous avez les résultats obtenus dans le cadre d'une douleur neuropathique, où on a administré du PL37. On a montré que l'on pouvait réduire l'allodynie et l'hyperalgie thermique. Si on utilise le test de Von Frey, un filament, en tout cas différents filaments ayant un voltage augmentant, donc on a des joules de plus en plus importantes qui sont administrées par ces filaments et par conséquent la douleur induite est de plus en plus forte. Eh bien on a une réduction de la sensation douloureuse par l'injection de PL37 à différentes doses. Vous voyez dans les graphiques qu'à une faible dose, il n'y a pas de véritable action,
mais à des doses plus importantes, on va avoir une réduction de la douleur qui se traduit par une augmentation par une augmentation de la tolérance au test de Von Frey. Cela se voit aussi au test plantaire où on a une diminution de la sensibilité des souris et l'effet du PL37 peut être inversé par l'administration de naloxone méthylé, ce qui veut dire que l'effet du PL37 par injection de naloxone méthiodide se produit à la périphérie. Vous avez ici une série de diapos qui démontrent la possibilité d'avoir une potentialisation de l'effet antinociceptif quand on combine différentes substances. Par exemple, quand on combine les Denki avec du THC, dans le cas d'espèces, on peut voir l'énorme protection des souris à la douleur en présence de THC. Et on voit qu'on a une très forte augmentation du pourcentage d'analgésie. Ici, vous avez une autre étude portant sur des souris choquées. Elles sont choquées donc par voie expérimentale. Et ici, on voit qu'on a une réduction de la mobilité conditionnée lorsqu'elles reçoivent du THC et du RB101. On sait qu'il s'agit d'une réaction pour laquelle il y a un antagoniste au niveau du CBR1. Vous avez ici les différentes options de soulagement de la douleur par des inhibiteurs encéphalinase dual. Donc le PL37 est actif après administration orale sur un modèle de douleur inflammatoire, un modèle de douleur neuropathique, par exemple en cas de ligature du nerf sciatique. Ça a été montré par le docteur Maldonado. C'est aussi efficace sur un modèle de neuropathie diabétique induit par la streptozotocine, un modèle de escalier, et un modèle d'hyperalgie induit par la douleur et par un ostéosarcome, comme cela a été montré par Bamonde. Donc on a des effets synergiques contrôlés par analyse isobolographique sur tous les modèles avec une molécule différente qui agit sur différentes cibles des opioïdes. Donc c'est fait pour le récepteur CB1, pour le récepteur CB2, mais aussi pour... Donc ici c'est le CB1. Vous pouvez voir qu'il y a un effet synergique. Pour le récepteur CB2, on voit qu'on a une forme de résultat. Et aussi, pour l'inhibiteur FAAH, on voit qu'on a un effet synergique conséquent. On voit que l'addition des deux substances, donc après potentialisation synergétique à droite et avant la potentialisation à gauche. Dans ce tableau, vous retrouvez les concentrations expérimentales de PL265 exprimées en de ED50 exprimées en milligrammes par kilo. Vous voyez les récepteurs opioïdes impliqués. Vous voyez la valeur expérimentale dans la 4e colonne qui montre très clairement une nette augmentation de la concentration ED50. Ici, il s'agit d'une preuve de concept dans un essai de phase 2 sur des patients
recevant de la prégabaline. Ces patients reçoivent donc un traitement à la prégabaline. Vous avez ensuite la courbe pour prégabaline plus placebo et ici la courbe prégabaline plus PL37. Dans le groupe combiné prégabaline PL37, on voit une nette diminution du score douloureux. On voit donc versus le groupe placebo et le groupe témoin que les résultats sont meilleurs. Nos résultats ont été présentés à différents congrès. En particulier, nous les présenterons lors du congrès du IASP au Japon. Donc, cette stratégie antinociceptive multicible, utilisant des combinaisons de différents inhibiteurs duels d'encéphaline, procure des avantages thérapeutiques aussi bien au plan de l'efficacité et de l'innocuité. En effet, ils permettent de réduire les doses administrées de l'un des composés ou des deux, ce qui est extrêmement intéressant dans le traitement chronique des douleurs cancéreuses. Donc, on l'évoque pour la morphine quand elle est utilisée dans le cadre des traitements palliatifs. Vous voyez les résultats que nous avons obtenus dans une étude clinique de phase 1, une étude de pharmacologie de sécurité, dans le cadre de laquelle 136 sujets ont reçu, dont des 136 sujets volontaires, ont reçu une dose orale unique de PL37, et ceci en palier augmentant sur une période de 5 jours. Donc ils ont reçu entre 200 et 1000 mg. Des doses qui augmentaient graduellement entre le jour 1 et le jour 5. Ils auront reçu cette dose 4 fois par jour pendant 5 jours. Et on a observé chez ces patients aucun effet de dépression respiratoire. Merci. No respiratory depression. Donc pas d'effet de dépression respiratoire, pas d'effet cardiovasculaire mesurable, pas de constipation même après administration chronique, pas de tolérance, d'effet d'accoutumance d'ailleurs plutôt, après administration répétée, pas d'effet nauséeux sur le modèle humain et animal. Ok. Ici. Il s'agit de la deuxième partie de ma présentation. Les récepteurs opioïdes delta et leurs ligands sont présents en grande quantité dans les cellules épithéliales et sont impliqués dans leur protection. Ces études ont été menées en collaboration avec les chercheurs de l'Institut de la Vision de l'Hôpital Saint-Antoine, dirigé par, je ne me souviens plus de son nom, PL265. On a montré qu'un autre Denki, le PL265, est capable de diminuer la douleur dans diverses lésions de la cornée. Et on a aussi montré que l'administration locale de ce PL265, dont notre Denki, pouvait réduire très significativement l'inflammation de la cornée. Tous ces effets ont été obtenus par voie locale
sans impliquer le système nerveux central. Use the central nervous system. So the last part is the effect of this dual inhibitor. Dernier mécanisme de cet inhibiteur duel, c'est sur les crises de migraine. Les crises de migraine sont probablement dues, c'est en tout cas la dernière hypothèse de recherche, à une tempête électrique venant de l'hypothalamus. Donc cet influx électrique induit une augmentation très importante du peptide CGRP avec un trafic entre les fibres C et les fibres A delta. Et du coup, on a une réponse qui est potentialisée. D'un autre côté, on a le NO qui va activer les afférentes du nerf trijumeau. On va avoir une vasodilatation, une activation de la cascade de signalisation. Et donc le NO va pouvoir créer une vasodilatation, se diffuser vers la partie terminale du nerf trijumeau, où il va augmenter la poursuite de la libération du CGRP et créer un cercle vicieux. On a donc une potentialisation, une augmentation de la crise de migraine. Différentes expériences ont été menées en étroite collaboration avec Ribbon Dalen, un très bon spécialiste de la dépression à Clermont-Ferrand. Et on peut voir que sur cette planche, on a une absence de réduction de l'effet de PL37 après administration orale répétée à raison de 50 mg par kilo. Donc cela montre, donc ici vous avez du sérum physiologique qui a évidemment produit une augmentation au test du filament de Von Frey et de la douleur ressentie au filament de Von Frey. Et par contre, quand on a une injection du PL37, on réduit complètement la sensibilité à ce test du filament de Von Frey. Vous avez ici une comparaison avec un traitement duel de la migraine au sumatriptan et au PL37. Donc on a dans un cas un placebo où on a une forte sensibilité au test de Von Frey. Donc la dose supportée est très basse. Vous avez le résultat exprimé en G. Donc c'est la quantité de douleur qui est supportée par le sujet. Par contre, quand on administre du sumatriptan et du PL37, on a une grande différence. De la résistance. Cette diapo suggère une prévention de la crise de migraine induite. On voit que après une période de temps exprimée en minutes, on a un effet préventif des Denki. Tous ces résultats sont résumés dans Nature Result Discovery. Et si vous êtes intéressé par tous ces résultats, vous pouvez consulter cet article que j'ai publié en 2012. Et même les tout derniers résultats figurent dans cet article. Je vous remercie de votre attention. Salle.
Moi, je voudrais te demander quand c'est que ces molécules seront disponibles pour l'utilisation courante. We start the phase 2 for migraine with different. Nous allons commencer la phase 2 pour la migraine avec les spécialistes, et pour la douleur neuropathique, nous avons une deuxième série d'expériences avec les derniers Denkies 265. For the first one, with Le pactole, puisque pour faire une phase 3, il faut je ne sais pas combien de millions de dollars, et là, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, je pense qu'on peut raisonnablement espérer que cette stratégie donnera des petits, disons, au maximum dans les 3-4 ans, quoi. Ce qui sera déjà une victoire, hein. Raphaël le sait, ça. Dans la phase 2 préalable, quelle était la dose de prégabaline qui était utilisée? Parce que j'ai eu prégabaline en association. Quelle était la dose de prégabaline qui était utilisée? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance et nous remercions tous les 3 orateurs. Et on va libérer la salle pour la séance suivante. Merci beaucoup de votre présence jusqu'au bout.